Bonjour Jean, donc Jean Bricmont. Bonjour, Certains Dominique. te connaissent parce que ça fait maintenant la troisième année que tu interviens effectivement aux rencontres d'Espace Mars Aquitaine. Et donc tu es physicien, essayiste, professeur émérite de physique théorique à l'Université catholique de Louvain et membre de l'Académie royale de Belgique. Alors tu vas nous parler d'un sujet. Pourquoi j'ai repris tout ça? C'est par rapport à tout ce qu'on peut dire aussi sur toi et qui souvent sont utilisés pour te discréditer. Mais je vais revenir là-dessus. Donc, si tu veux, tu vas nous parler évidemment, on parle là dans une période extrêmement difficile et extrêmement compliquée, très douloureuse pour tout le monde. Et donc, venir effectivement parler du sionisme, du rapport du sionisme avec la gauche et la France, c'est effectivement un sujet qui va soulever quelques questionnements. Mais on a déjà eu hier des choses intéressantes de ce point de vue qui ont été échangées, enfin qui ont été approchées, notamment par André Rosweg qui est ici présent, après un exposé d'un autre ami justement qui a une autre histoire et une autre façon de vivre la laïcité en France et dans le monde, dans le rapport à d'autres cultures. Donc, toutes ces questions-là, tu vois, on les a un petit peu déjà, on les a amorcées. Et donc, tu viens en terrain quand même un petit peu préparé du point de vue des idées, des représentations. Donc, vas-y, Jean. Ok, merci. Merci Dominique. Merci de me laisser parler d'un Alors, sujet qui est assez... non, tu vas venir ici parce que j'ai un problème on a un problème de. Ça va? Non, non, t'inquiète pas. Parle peut-être, essaye de monter le Bon. son sur ta machine. Ah. Moi, je suis à Comme 100%. ça va? Oui, un petit peu mieux. Bon. Ben écoute, merci de m'inviter à parler de ce sujet plutôt délicat. Euh, bon, d'une certaine façon, je pense que les atrocités qui se passent aujourd'hui rendent mon argument plus facile à défendre, mais d'un autre côté, il y a aussi une répression qui s'intensifie contre tout ce qui est apologie du terrorisme, comment dirais-je, incitation à la haine, etc. Et donc, et c'est aussi très émotionnel, donc c'est un peu difficile. Mais mon plan, c'est de commencer par parler de l'origine et de la nature du conflit, ensuite l'aspect religieux du conflit, mais du côté israélien, et le troisième point sera pourquoi sommes-nous sionistes, pourquoi y a-t-il une telle force du sionisme, d'abord aux États-Unis et en France. Et finalement, je ferai des remarques, puisque je parle de la France, sur la position de la droite et de l'extrême droite sur le conflit. Alors, je vais commencer par vous citer un texte de Bertrand Russell, qui est son dernier texte, qui date de fin janvier 1970 et qui a été lu au Caire en février, début février 1970, qui, à mon avis, résume bien la nature du conflit et qui pourrait être écrit hier à quelques détails près. Euh, bon, je vais vous citer un certain nombre de textes et aussi une sorte de protection, parce que comme ça, je réfère à des auteurs non suspects, on va dire. Il écrivait: la dernière phase de la guerre non déclarée au Moyen-Orient repose sur une profonde erreur de calcul. Les raids de bombardement à l'intérieur du territoire égyptien ne persuaderont pas la population civile de se rendre, mais renforceront sa détermination à résister. C'est la leçon à tirer de tous les bombardements aériens. Les Vietnamiens, qui ont enduré des années de bombardements intensifs américains, ont répondu non pas en capitulant, mais en abattant davantage d'avions ennemis. En 1940, mes compatriotes ont résisté au bombardement d'Hitler avec une unité et une détermination sans précédent. C'est pourquoi les attaques israéliennes actuelles échoueront dans leur objectif essentiel, mais en même temps, elles doivent être condamnées vigoureusement dans le monde entier. Comme maintenant, du côté israélien, on n'arrête pas de nous faire l'apologie de Dresde, de Hambourg, de Hiroshima, Nagasaki. Je ferai remarquer que ces bombardements-là non plus n'ont pas eu un rôle militaire essentiel. Alors, il continue et il résume bien le problème. Il dit: la tragédie du peuple de Palestine est que son pays a été donné par une puissance étrangère, donc l'Angleterre, à un autre peuple pour la création d'un nouvel État. En conséquence, des centaines de milliers d'innocents sont devenus des sans-abri permanents. Aucun peuple, où que ce soit dans le monde, n'accepterait d'être expulsé en masse de son propre pays. Comment peut-on exiger du peuple palestinien qu'il accepte une punition que personne d'autre ne tolérerait? Un règlement juste et permanent des réfugiés dans leur pays d'origine est un ingrédient essentiel de tout règlement véritable au Moyen-Orient. On nous dit souvent que nous devons sympathiser avec Israël en raison de la souffrance des Juifs d'Europe aux mains des nazis. Je ne vois dans cette suggestion aucune raison de perpétuer une quelconque souffrance. Donc, je pense que là, il met les points sur les i.
Et il parle évidemment du problème qui était le problème fondamental et qui théoriquement reste le problème fondamental, qui est la question du droit de retour des réfugiés qui ont fui en 48, en 67, etc. Mais je vous citer quelqu'un qui sera peut-être un peu plus étonnant. Ça vient d'un livre de Naum Goldman, qui était un des dirigeants sionistes, mais qui cite Ben Gurion, qui était le premier ministre d'Israël. Il dit, je ne comprends pas ton optimisme, me dit Ben Gurion. Pourquoi les Arabes feraient-ils la paix? Si j'étais moi un leader arabe, jamais je ne signerais avec Israël. C'est normal, nous avons pris leur pays. Certes, Dieu nous l'a promis, mais en quoi cela peut-il les intéresser? Notre Dieu n'est pas le leur. Nous sommes originaires d'Israël, c'est vrai, mais il y a de ça 2000 ans. En quoi cela les concerne-t-il? Et eu l'antisémitisme, les nazis, Hitler, Auschwitz, mais était-ce de leur faute? Ils ne voient qu'une chose, nous sommes venus, nous avons volé leur pays. Pourquoi l'accepteraient-ils? Ils oublieront peut-être dans une ou deux générations, mais pour l'instant, il n'y a aucune chance. Or, c'est simple, nous devons rester forts, avoir une armée puissante. Toute la politique est là. Autrement, les Arabes nous détruiront. Mais enfin, il lui dit, comment peux-tu dormir avec l'idée d'une telle perspective tout en étant Premier ministre d'Israël? Qui te dit que je dors? Répondit-il simplement. Donc, dans ces deux textes, vous avez le résumé de tous les problèmes. On nous dit sans arrêt, ah, mais les Arabes ont refusé le plan de partage en 48, mais il y a des tas d'autres résolutions de l'ONU, il y a des résolutions de l'ONU garantissant le droit au retour. Et puis, pourquoi les Arabes auraient-ils dû accepter qu'on donne la moitié de leur pays pour construire un État à des immigrants qui étaient des immigrants juifs? Pendant toutes les années 20, 30, etc., ils se sont opposés à l'immigration, mais ils n'étaient pas indépendants. C'était la période du mandat britannique et les Britanniques ont jusqu'à un certain point laissé faire. Et donc là, on a la racine du conflit. Je pense que cette racine n'a jamais disparu. Et il ne faut pas oublier que même dans les territoires occupés de Cisjordanie, qui ne sont pas directement liés au Hamas, puisqu'on est toujours supposé critiquer le Hamas, bon, même dans ces territoires-là, il n'y a aucune volonté de la part des Israéliens de se retirer, de laisser créer un État sur ces terres-là, etc. Ils disent, mais ils ont perdu la guerre, tant pis, ils n'ont qu'à l'accepter. Et évidemment, ce que dit Ben Gurion, c'est je ne vois pas pourquoi il l'accepterait. Alors, le deuxième point que je voudrais souligner, c'est l'aspect religieux du conflit. Et là, je vais me baser sur un livre que je trouve extrêmement intéressant d'un monsieur qui s'appelle Israël Shaak, qui est mort aujourd'hui, évidemment, qui s'appelle L'histoire juive, religion juive, le poids de 3000 ans. Bon, si vous cherchez le livre en français, les éditeurs ne sont pas très respectables, mais il a été écrit en anglais, il a été publié par Pluto, qui est une maison d'édition de gauche à Londres. Donc, ça, c'est le problème de l'édition française. Et Shaak était un réfugié, il avait été dans les camps, il avait été en Israël, il était très, très pro-sioniste, il était très pro-Ben Gurion, et il a changé d'avis, en fait, lors de l'opération de Suez, où Ben Gurion s'est précipité à la Knesset en disant le vrai but de l'opération, c'est de recréer le royaume de David. Alors, pour quelqu'un qui était très anti-religieux, c'était quand même un peu spécial. Mais, et ça l'a fait un peu virer sa cutie. Et puis, son livre, on peut dire que c'est un anticlérical juif ou un anti-religieux juif, c'est-à-dire il fait une analyse critique lucide de la religion juive. Et ces activités, dit-il, ont commencé en 65-66 par une protestation qui a provoqué un scandale considérable à l'époque. J'avais été personnellement témoin du refus d'un juif ultra-religieux d'utiliser son téléphone le jour du sabbat pour appeler une ambulance pour un non-juif qui s'était effondré dans son quartier de Jérusalem. Là, il a été malin. Au lieu de publier l'incident dans la presse, j'ai demandé à rencontrer les membres du tribunal rabbinique de Jérusalem, composé de rabbins nommés par l'État d'Israël. Je leur ai demandé si un tel comportement était conforme à leur interprétation de la religion juive. Ils m'ont répondu que le juif en question s'était comporté correctement, voire pieusement, et ont étayé leur affirmation en me renvoyant un passage d'un recueil de lois talmudiques faisant autorité, rédigé au cours de ce siècle, donc du XXe siècle. J'ai rapporté l'incident au principal quotidien hébreu à Haaretz, qui est en général libéral, dont la publication de l'histoire a provoqué un scandale médiatique. Les résultats du scandale, dit-il, ont été, selon moi, plutôt négatifs. Ni les autorités rabbiniques israéliennes, ni celles de la diaspora ne sont jamais revenues sur la décision sur laquelle un juif ne devrait pas violer le sabbat pour sauver la vie d'un gentil. Elles ont ajouté des balifernes moralisatrices selon lesquelles, si la conséquence d'un tel acte met les juifs en danger, la violation du sabbat est permise pour leur bien. Il m'est apparu, en m'appuyant sur les connaissances acquises dans ma jeunesse et en commençant à étudier les lois talmudiques régissant les relations entre juifs et non-juifs, que ni le sionisme, y compris dans sa partie apparemment laïque, ni la politique israélienne depuis la création de l'État, et en particulier la politique des partisans juifs d'Israël dans la diaspora, ne peut être comprise que si l'on tient compte de l'influence profonde de ces lois et de la vision du monde qu'elles créent et qu'elles expriment. Et c'est pour ça que beaucoup de gens sont parfois scandalisés ou surpris
quand on entend dire que les habitants de Gaza sont des habitants humains, et qu'on parle d'Amalek, et que Amalek, c'était des gens dans la Bible qu'on a complètement anéantis, et que les Israéliens sont en train de faire ça en pratique à Gaza, les gens sont surpris, mais effectivement, je pense que le livre de Jacques montre que l'influence, je ne dis pas chez tous les Juifs ou tous les Israéliens, mais il y a une influence de ces lois et de la vision du monde qu'elles créent, qu'elles expriment, qui se fait sentir et qu'on peut constater euh, dans les déclarations des dirigeants israéliens. Alors, je voudrais raconter une petite anecdote qui concerne un monsieur qui s'appelle Stuart Seldowitz. J'ai mis le lien, vous trouvez les vidéos, vous trouvez les vidéos qui illustrent ça. C'est un juif new-yorkais qui a passé un certain temps à harceler un vendeur de rue, un Égyptien vendeur de rue à New York qui vend des falafels, des hamburgers, vous voyez le genre de truc, pas exactement un membre de la classe dominante. Et il allait le voir et il lui disait, ah, tu sais, la police politique égyptienne va arracher les ongles de ton père un à un. Et est-ce que tu as violé ta fille comme l'a fait Mahomet d'après les hadiths, etc. Enfin, il insulte le type sans arrêt. Et le clou, c'est un jour, il a dit, tu sais quoi, on a tué 4000 enfants à Gaza. Eh bien, c'est pas assez. Et tout est à l'avenant. Bien. Il a fini par être arrêté parce que ça a fait le tour du monde. Et alors, évidemment, les Américains sont quand même assez malins, ils l'ont arrêté. Mais ce qui était intéressant, c'est qui est ce monsieur? Ce n'est pas un random, un type pris au hasard. C'était un type qui était un haut fonctionnaire de plusieurs administrations américaines, y compris l'administration Obama, le gentil Obama qui était tellement gentil avec les musulmans. Et à certains moments, il était responsable de la politique, enfin, un des responsables de la politique américaine sur le conflit israélo-palestinien. Alors, vous imaginez, un type avec des idées pareilles, il ne faut pas s'étonner des prises de position politiques américaines à ce sujet. Et donc, je pense que ça, c'est effectivement un aspect qui n'est jamais souligné, mais qui, pour moi, est assez important. Alors, je voudrais maintenant parler de la source, du pourquoi est-ce que nous sommes sionistes, pourquoi est-ce qu'il y a un tel dévouement à Israël, je donne deux exemples, mais bon, ce n'est pas très contestable, mais deux exemples qui montrent cette soumission à Israël ou cette adhésion à Israël. On a fait un sondage parmi les profs et les assistants qui s'occupent du Moyen-Orient aux États-Unis. On est arrivé à ce que 82% des répondants basés aux États-Unis, y compris presque tous les professeurs assistants, donc les gens qui ne sont pas nommés, 98%, ont déclaré qu'ils s'autocensuraient lorsqu'ils parlent professionnellement de la question israélo-palestinienne. Il faut penser au fait que là, on parle de professionnels du Moyen-Orient qui s'autocensurent quand ils parlent de ça. Il faut garder ça en tête, ce pas des gens qu'on a pris dans la rue. Un peu plus de 80% d'entre eux s'autocensurent ont déclaré qu'ils ont principalement retenu leur critique à la guerre d'Israël, tandis que 11% ont déclaré qu'ils sont abstenus de critiquer les Palestiniens. Seulement 2% ont déclaré que critiquer la politique américaine était le problème le plus important. Et ça, c'est quand même quelque chose de fantastique. Parce que dans tous les pays du monde, les gens, la censure, historiquement, fonctionne pour protéger le gouvernement du pays. Le gouvernement censure pour se protéger lui-même. C'est comme ça, ou l'Église éventuellement. Mais ici, vous protégez un pays étranger. Et les États-Unis, vous pouvez dire ce que vous voulez, vous critiquez les États-Unis, sauf évidemment si vous critiquez leur soumission à Israël. Et donc, on est dans une situation assez paradoxale où ce pays, Israël, qui est en principe un pays étranger aux États-Unis, est plus protégé que les États-Unis eux-mêmes dans l'autocensure. Évidemment, cette censure n'est pas légale, on ne la voit pas, etc. Mais en privé, les gens admettent qu'elle existe. Et en France, Malbruno, c'est un journaliste, il a fait un tweet rapportant des propos anonymes, bien sûr, dans un centre de recherche où quelqu'un a dit on a reçu instruction de ne pas débattre de la situation à Gaza. La direction a interdit aux enseignants de signer des articles, faute de quoi ils pourraient être convoqués par la commission de discipline, donc des chercheurs qui écriraient des articles, c'est interdit. C'est grave, ajoute ce prof d'un important centre de recherche, la situation dans certains labos est tendue. C'est la première fois depuis des décennies qu'on demande de nous taire. Ne me citez pas, mais nous gardons les emails. La vérité sortira un jour. Bon, là, il est peut-être un peu optimiste, mais je vous ai mis de nouveau la référence. Évidemment, on ne sait pas qui c'est. Je crois que Malbruno est quelqu'un de très sérieux, mais on ne peut pas savoir qui c'est parce qu'il n'ose même pas dire qui c'est. Donc, ça vous donne une idée de ce qu'il appelle la sionisation de la société, c'est-à-dire le climat de terreur intellectuelle dans lequel les gens se trouvent dès qu'il s'agit de ce problème. Alors, je vais d'abord discuter
de la situation aux États-Unis. Après tout, c'est aux États-Unis que c'est le plus important parce que c'est eux qui financent Israël, c'est eux qui envoient des bombes à Israël, c'est eux qui soutiennent Israël à l'ONU, etc. Et malheureusement, même si la situation a changé du tout au tout en France et dans toute l'Europe, tant que les États-Unis maintiennent leur position, c'est très difficile de voir un changement dans la position au Moyen-Orient. Ça, c'est tout le drame aujourd'hui, c'est que effectivement Israël n'en fait qu'à sa tête et les pressions internationales, tant qu'elles ne font pas changer les États-Unis, et pour les raisons que je vais expliquer, je ne pense pas qu'elles peuvent changer facilement, font que ça n'a pas beaucoup d'effet. Alors, il y a deux thèses sur les raisons du soutien à Israël de la part des États-Unis, deux thèses qui s'affrontent. Une, c'est de voir Israël comme un porte-avions des États-Unis arrimé au sol. Et donc, ça, c'est l'idée qu'Israël est un agent des États-Unis, que c'est comment dirais-je, une espèce de base des États-Unis au Moyen-Orient, ça les aide à contrôler le pétrole, ça les aide géostratégiquement. En fait, Israël est un agent, une marionnette au service de l'impérialisme américain. Et l'autre thèse, qui est celle que je défends, c'est celle du lobby pro-israélien qui exerce une pression constante sur les membres du Congrès, sur les journalistes, sur un peu tout le monde. Cette thèse a été très bien développée par deux politologues américains, Mearsheimer et Wald, qui n'ont rien de très radical, qui sont réalistes et qui ont écrit un livre sur le lobby pro-israélien et la politique étrangère américaine, que je vous invite à lire, qui est très, très bien documenté. C'est d'ailleurs intéressant que quand ils ont commencé par écrire un article, et ils devaient le publier dans une revue américaine, et bien sûr, l'article a été refusé, ce qui illustre d'une certaine façon leur thèse. Mais je vais vous citer un texte un peu long, mais qui est intéressant, d'un monsieur qui s'appelle James Abouresque. James Abouresque était un congressiste et puis un sénateur d'un petit État agricole, le Dakota du Sud. C'était un type, bon, je crois que cet État est plutôt républicain, mais c'était un démocrate, et c'était en fait un démocrate assez progressiste qui voulait contrôler les compagnies pétrolières, etc., et qui était sur la question palestinienne. Il était d'origine arabe, évidemment très, très progressiste. Mais je pense que tous les gens, d'abord tous les gens qui disent que en fait Israël est une base avancée des États-Unis, devraient me dire quand Israël a-t-il réellement tiré un coup de feu pour aider les États-Unis, quand Israël a-t-il réellement rapporté une goutte de pétrole aux États-Unis. Moi, je prétends qu'il n'y a pas de tel exemple, et c'est aussi ce que prétend Abouresque, mais je vous propose de lire ce que dit Abouresque et d'écouter et de réfléchir au fait que c'est un témoignage de quelqu'un de l'intérieur. Donc, il connaît bien le Congrès. Alors il dit, mon expérience vécue me permet de vous dire que le soutien dont Israël jouit, en tout cas au Congrès, est entièrement dû à une peur politique, la peur de perdre les élections, qui habite quiconque ne voudrait pas que la volonté d'Israël soit faite. Moi, j'ai connu une congressiste, Madame Cynthia McKinney, qui était de Géorgie, c'était une Afro-américaine. Elle a perdu les élections parce qu'elle s'était opposée à la guerre en Afghanistan, par exemple, qui n'est pas directement liée à la volonté d'Israël, mais on a donné énormément d'argent à un de ses opposants et elle a perdu les élections. Je peux aussi vous dire que les membres du Congrès qui ont peint sincèrement pour Israël ou pour son lobby se comptent sur les doigts d'une seule main. Je pense que ça a changé, mais ce que les parlants, il écrivait dans les années, cette lettre date de 2006, mais son expérience à lui remonte aux années 70. Ce que les parlementaires ressentent au plus profond d'eux-mêmes vis-à-vis d'Israël et de son lobby, c'est un insondable mépris. Mais ce mépris est étouffé par la peur que leur véritable sentiment ne soit percé au jour. Si vous saviez, j'ai surpris tellement de conversations de vestiaire dans lesquelles les sénateurs exprimaient sans phare l'amertume que leur cause le fait d'être mené par le bout du nez par ce lobby. En privé, on peut entendre le dégoût que leur inspire Israël et les manœuvres tacticiennes de son lobby, mais aucun sénateur ne prendra jamais le risque de se mettre ce lobby à dos en rendant public ce qu'il pense réellement. C'est d'ailleurs intéressant qu'un jour, ce Abouresque faisait une conférence à Washington et on lui demande de citer au moins un sénateur et il donne le nom d'Edward Kennedy. Edward Kennedy, c'était le frère des deux autres Kennedy assassinés. Il était sénateur du Massachusetts, qui est un État plutôt libéral. C'était un pont du Parti démocrate, c'était quelqu'un de très important. Et après, le lendemain, il a téléphoné à Abouresque, il a dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu n'aurais jamais dû faire ça, tout le monde me tombe dessus, etc. Et donc, ça donne un exemple quand il s'agit en plus de quelqu'un de très important. Aussi, alors il continue, il dit, je ne peux imaginer qu'il y ait de la part de membres du Congrès une quelconque volonté de pouvoir en quelconque rêve impérialiste états-unien en se servant d'Israël comme pitbull. Évidemment, il ne nie pas qu'il y a une volonté impérialiste des États-Unis, il dit simplement qu'Israël ne sert à rien.
Ensuite, ce lobby est très clair dans ses efforts visant à éradiquer au sein du Congrès toute opposition à la politique de soutien inconditionnel d'Israël, qui va même souvent jusqu'à porter atteinte à d'autres budgets annuels de l'État. Quand bien même cette opposition se réduirait-elle à une seule voix, elle est attaquée, je le sais, cela m'est arrivé. Pourquoi? Eh bien, parce que le Congrès est totalement silencieux sur la question, la presse n'aura aucun sénateur dissident à citer. Bonne manière de surcroît de museler totalement la presse. Tous les journalistes ou éditeurs de journaux qui franchiraient la ligne jaune sont très rapidement ramenés dans le droit chemin par une pression économique extrêmement bien organisée à l'encontre du journal surpris en train de pêcher. Et je signale, pour être tout à fait dans l'actualité, que le lobby a décidé de consacrer 100 millions de dollars, ce qui n'est pas rien, pour éliminer dans l'élection d'élection prochaine des membres de ce qu'on appelle le Squad, qui est le tout petit groupe de 7 à 10 congressistes, plus ou moins de gauche, qui ont été élus et qui, bien sûr, risquent de disparaître. Ben, ça la volonté du lobby, alors qu'ils ne sont pas très radicaux. Ils ont voté tous les crédits pour la guerre en Ukraine. Enfin, mais ils ne sont pas très, très enthousiastes pour Israël, on va dire. Alors, il explique comment fonctionne la presse. Il m'est arrivé d'effectuer un voyage d'études au Moyen-Orient. J'avais invité à m'accompagner un ami journaliste qui travaillait pour les journaux du groupe Night Reader. Il écrivait honnêtement sur ce qu'il voyait en ce qui concerne les Palestiniens et la situation dans plusieurs pays limitrophes d'Israël. Mais le directeur du quotidien, Simple Pioneer, qui est un journal au Minnesota, donc un journal régional, si vous voulez, ce n'est pas le New York Times, reçurent des menaces de plusieurs de leurs principaux annonceurs publicitaires, l'avertissant qu'ils supprimeraient leurs insertions publicitaires au cas où ce journal continuera à publier des articles de journalistes, leçon très vite assimilée par la responsable du quotidien. Ça, évidemment, ça fait penser un peu à ce que De Villepin a dit récemment sur le rôle de la finance, mais ce n'est pas la finance, c'est l'ensemble des entreprises, des annonceurs publicitaires, évidemment d'un grand nombre de journalistes qui peuvent diaboliser les gens les pêcheurs. Alors il dit, je n'ai pas souvenance d'une seule situation, une quelconque administration, un gouvernement américain, ait perçu le besoin que la puissance militaire d'Israël fasse la promotion d'intérêts impériaux états-uniens. Et alors ici, il va au fond des choses, il dit, je pense qu'au fond du cœur, au fond du cœur, tant les membres du Congrès que les responsables des agences gouvernementales, ils préféraient ne pas avoir un Israël qui pourrit la vie aux responsables de la politique étrangère états-unienne, politique consistant pour l'essentiel à assurer l'écoulement régulier du pétrole en direction du monde occidental afin d'éviter une récession économique. Mais ce que font nos décideurs politiques, c'est jongler avec les pressions exercées par le lobby pour qu'ils soutiennent Israël tout en empêchant les pays pétroliers de couper le pétrole aux nations occidentales. Et ça, à mon avis, c'est exactement ce que l'administration américaine fait aujourd'hui. Ils donnent des armes à Israël, ils font ce que le Congrès les forcerait à faire de toute façon, et en même temps, ils essayent de ne pas rompre totalement avec leurs alliés dans le monde arabe, c'est-à-dire l'Égypte, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, qui, de plus en plus, se tournent vers la Russie et la Chine. Parce que la Russie et la Chine, ils n'ont pas ce genre de problème. Et donc, c'est quelque chose d'assez, comment dirais-je, d'assez spectaculaire aujourd'hui, c'est de voir qu'ils disent oh, Israël, utiliser de plus petites bombes, ça ne peut pas continuer, c'est trop horrible, ça ne va pas, etc. Parce qu'évidemment, ils ont une opposition interne, ils ont la population musulmane qui est assez forte dans certains États tampons qui dit on ne votera pas Biden, donc Biden risque de perdre des élections là-dessus. Ils ont évidemment tous leurs alliés, la plupart des pays du monde, qui disent il faut que vous fassiez quelque chose pour que ça s'arrête, ça ne va pas ce génocide. Mais évidemment, ils sont bien embêtés. Et le Congrès est entièrement entre les mains du lobby et ils ne peuvent pas faire autre chose. Alors je signale que l'ex-président Jimmy Carter, qui était président entre 1976 et 80, dit la même chose. Il met une interview, il dit ça explicitement. Il dit lui, il était au Moyen-Orient, en Cisjordanie, etc., en Israël, mais il dit les membres du Congrès ne veulent pas voir ce qui se passe et ils ne veulent pas en parler. Et ils savent très bien que s'ils en parlent, ils ne seront plus là à la prochaine élection. Donc, il est très clair là-dessus. Et lui, il est pour la sécurité d'Israël, etc. Mais il a écrit un livre qui s'appelle La paix à l'apartheid. Et à partir du moment où il écrit ce livre, il a disparu des radars du Parti démocrate. D'ailleurs, c'est très amusant. Il y a une réunion, on voit tous les anciens présidents à la Maison-Blanche. Alors, il y avait les deux Bush, il y avait Clinton, etc. Et alors, tous ces gens-là, ils s'entendent. Hein. Enfin, il y a Obama, etc. Et alors, Carter, il était dans un coin, tout seul. Il n'y a personne qui le touche, il est pestiféré. Alors que, c'est à mon avis le moins mauvais de tous. Mais bon, euh, dans cette interview, il est très, très clair là-dessus. Et lui, il connaît la situation de l'intérieur aussi, évidemment, au moins aussi bien qu'Aboresque. Donc, je pense que c'est des témoignages qu'il faut prendre en considération et pas de façon dogmatique dire, voilà, c'est
comment dirais-je, de façon dogmatique, dire que c'est nécessairement un allié des États-Unis. Évidemment, ils disent tous que c'est un allié parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, mais je doute qu'il y en ait beaucoup qui le croient réellement. Alors, je vais venir en France. Après tout, c'est ça ce qui nous intéresse le plus. Et je pense qu'en France, ça, c'est pas l'argent qui compte, c'est la soi-disant lutte contre l'antisémitisme et la culpabilité collective pour l'Holocauste transmissible aux descendants. D'abord, évidemment, le problème de la lutte contre l'antisémitisme, c'est utilisé à tout bout de champ. Un jour, j'avais écrit un texte très court disant que quand on accuse quelqu'un d'antisémitisme, un, on devrait définir ce que ça veut dire, deux, on devrait s'appuyer sur des écrits et pas sur des racontars, et trois, on devrait permettre à l'accusé de se défendre. Et j'ai envoyé ça à quelques amis et j'ai eu une réponse très amusante de quelqu'un qui m'a dit si on pouvait signer de façon anonyme, tout le monde signerait. Ce qui donne de nouveau le climat. Et par exemple, une des choses que la gauche a beaucoup aimé, c'est les lois contre l'incitation à la haine raciale. Alors, c'est la loi Pleven de 72 qui permet à des associations dites antiracistes ou qui s'autoproclament antiracistes de poursuivre qui bon leur semble à partir du moment où ces gens sont supposés faire des incitations à la haine raciale. Alors, j'ai écrit tout un livre là-dessus qui s'appelle les censures contre la République, mais je vais vous donner trois exemples brièvement. Un premier exemple, c'est Mermet, Daniel Mermet, que vous connaissez peut-être, qui est un animateur de radio qui travaillait à Radio France, qui était mis à la porte à l'époque où Philippe Val dirigeait Radio France et qui a son émission maintenant, on va dire, indépendante. Il s'appelle Là-bas si j'y suis. C'est une émission avec beaucoup de reportages intéressants sur toutes sortes de questions sociales, etc. Et d'une certaine façon, c'était un peu la seule émission de gauche qui restait à Radio France, a été mis à la porte. Bon. Et il y a quelques années, il avait l'habitude, pas seulement dans cette émission-là, de laisser sur son répondeur les gens mettre des messages et puis il passait ces messages dans son émission. Et alors, il y a eu des messages, je ne les ai pas entendus, je ne les ai pas trouvés, mais anti-israéliens, peut-être violents, so what, il y a assez de messages violents contre la Russie et la Chine. C'était un État jusqu'à nouvel ordre, ce n'est pas une race. Et donc, incitation à la haine raciale, hop, poursuivi. Siné s'est moqué du fait que le fils de Nicolas Sarkozy, Jean Sarkozy, s'est formellement, je suppose, converti à la religion juive afin d'épouser une héritière de Darty, donc une héritière fortunée. Quand des gens se convertissent à une religion, quand ils doivent épouser une héritière fortunée, que la religion soit juive, catholique, musulmane, etc., ça va toujours faire jaser, on va toujours faire des blagues, etc. Et Siné n'est pas en manque de provocation contre le gaullisme, contre le nationalisme français, contre l'Église catholique, etc. Mais là, il n'y a rien sur les juifs en général, c'est juste un individu et il se moque d'une conversion, hop, incitation à la haine raciale, procès. Et finalement, c'est peut-être la cerise sur le gâteau, c'est Morin, Edgar Morin, vous connaissez tous comme sociologue, qui avait écrit un article avec Daniel Salnave et Sami Nahir dans Le Monde, où ils avaient dit comment est-ce qu'un peuple victime peut devenir bourreau, puis ils avaient cité le discours de Gaulle, dont je parlerai dans un moment, et hop, incitation à la haine raciale. Évidemment, dans ces trois cas, pas tous les cas, mais dans ces trois cas, ils ont gagné. Heureusement, ils ont gagné. Mais après des années de procès. Et je ne pense pas que même leurs frais d'avocat soient remboursés. Donc, c'est vraiment pas très agréable. Et ça, c'est cette loi. Et ça sonne très bien. C'est lutter contre la haine raciale, incitation à la haine. Et la gauche a avalé ça tout cru. Évidemment, il y a aussi évidemment ce que j'appelle la culpabilité collective transmissible aux descendants. C'est-à-dire qu'on a avalé, il faut bien appeler ça comme ça, intériorisé même l'idée que les Français, les Belges évidemment, les Allemands, les catholiques, etc., sont d'une certaine façon des gens qui ont collectivement tous collaboré à l'Holocauste à l'époque, ce qui est faux, et qu'en plus, cette culpabilité est transmissible aux descendants, dans ce sens que les descendants doivent toujours, il faut toujours être vigilant, sinon ça va recommencer, si on oublie le passé, on va le revivre, etc. J'entends ce genre de discours depuis des décennies, qui à mon avis n'a aucun sens, mais qui fait toujours, qui donne un climat de terreur intellectuelle, et c'est ça ce qui, à mon avis, bloque le discours et fait qu'on a des discours complètement absurdes sur Villepin, Mélenchon et plein d'autres, et évidemment de soutien inconditionnel à Israël. Je vais donner deux exemples qui me sont arrivés, que j'ai vécu moi-même sur la culpabilité collective transmissible aux descendants. Et
qui sont liés au mouvement soi-disant de solidarité avec la Palestine. Premier exemple, je suis dans une réunion en principe très pro-palestinienne sur le boycott d'Israël. Et dans la salle, il y a un arabe, enfin un français d'origine arabe, qui dit oui, mais les Palestiniens ne sont pas responsables de l'Holocauste. Et moi, je dis mais nous non plus, on est nés après la guerre, on n'était pas là. Comment voulez-vous qu'on soit responsable? Et là, il y a une madame qui me jette au visage. Tout de suite, elle me dit, elle ne me connaît pas, mais elle dit vous lavez un peu vite les mains de ce que vos parents ont fait pendant la guerre. Donc, elle ne me connaît pas. Tout ce qu'elle sait de moi, c'est que je ne suis pas juif. Et à cause de cela, je suis responsable, je me lave les mains, je serai responsable de ce que mes parents ont fait, dont elle n'a pas la moindre idée, elle ne sait absolument pas qui sont mes parents, ça ne la regarde pas. Et bien sûr, je crois qu'elle ne connaissait même pas mon nom. Donc, c'est simplement sur le fait que le simple fait que je ne suis pas juif et que mes parents ne l'étaient pas non plus, ils sont coupables de ce qui s'est passé pendant la guerre. Absurde. Mais n'empêche, c'est dit dans une réunion pro-palestinienne. Ça a choqué d'autres personnes que moi. Et dans une autre réunion pro-palestinienne, un politicien belge qui était le représentant, soi-disant marxiste de la gauche de notre parti socialiste, que vous connaissez indirectement parce que c'était le maire, enfin un bourgmestre, on dit en Belgique, d'une commune célèbre qui est Molenbeek. Et dans une réunion, il dit, j'en reviens pas, mais il dit, moi, je n'ai rien à me reprocher parce que mes parents ont caché les Juifs pendant la guerre. Moi, je n'ai rien à me reprocher. D'abord, ce n'est pas lui qui les a cachés, c'est ses parents. Et en plus, pourquoi je serais responsable du fait que mes parents ne l'ont pas fait et que l'immense majorité des Belges et des Français ne l'ont pas fait pour la simple et bonne raison qu'ils n'ont jamais eu l'occasion. Personne ne leur a demandé. Vous ne vous mettez pas à cacher des Juifs comme ça sans que personne ne vous le demande ou ne vous en parle ou vous soyez relié à certains réseaux. Et donc, c'était vraiment absurde comme intériorisation de ce qu'on appelle la culpabilité collective transmissible aux descendants. Elle prétend que ça a beaucoup d'influence sur la mentalité des gens, sur tous les discours que j'entends depuis le début de cette nouvelle guerre, enfin le début de cet épisode de la guerre qui date depuis 1948. Chaque fois, je bondis et je ne peux m'expliquer ça que par justement ce qu'on a intériorisé. Mais je vais quand même terminer parce que j'avais dans mon titre la France. Je ne vais pas parler seulement de la gauche en France, mais la France, c'est évidemment la réaction de la droite et de l'extrême droite. Par exemple, il y a des années, il y avait une manifestation sur la Palestine, à nouveau sur Gaza, je ne sais plus exactement à propos de quoi, et il y avait un journal, je crois que c'était Minute, un journal d'extrême droite, qui avait titré Islamistes et sionistes, allez vous battre ailleurs. Et cette position, qui était celle de l'extrême droite, si on veut, est impensable aujourd'hui parce que c'est mettre les deux sur le même plan. Et ça, on ne peut pas faire maintenant. Il faut combattre l'islam, etc., etc. Et l'extrême droite appuie Israël, essaye, enfin surtout Zemmour, mais même comme un peu tout le monde, Bardella, etc., essaye d'en faire un conflit de civilisation entre Israël qui est supposé défendre les valeurs judéo-chrétiennes, non, je ne sais même pas ce qu'elle veut dire, parce que les judéo-christianisme, je ne sais pas ce que ça veut dire. En Israël, on crache sur des chrétiens, alors et on attaque des églises chrétiennes, donc je ne sais pas ce que le judéo-christianisme veut dire, mais ils en font un conflit parce qu'ils veulent attiser, ils veulent surfer sur l'hostilité à l'immigration, qu'ils ont transformé en hostilité à l'islam, ce qui est absurde parce qu'il y a beaucoup d'immigrés d'Afrique subsaharienne qui sont chrétiens en réalité, mais bon, ils veulent se focaliser en hostilité à l'islam. Ils veulent agiter la menace que l'islam est conquérant, que la France risque de stigmatiser, qui est absolument improbable. C'est comme la menace communiste pendant la guerre froide, ça n'arrivera pas. Mais ça permet une agitation de droite sur tout ça. Et alors, ils étendent ça au Moyen-Orient et ils prétendent qu'Israël est notre bouclier contre l'islamisme, alors qu'en fait, si l'islamisme a triomphé au Moyen-Orient ou a triomphé en partie, c'est en grande partie à cause d'Israël et de ses actions, et de ses actions contre le nationalisme arabe relativement laïque. Et donc, tout ce qu'il raconte est complètement délirant. En plus, le Hamas et le Hezbollah, c'est une chose qui est certaine, c'est qu'ils se fichent, mais complètement de la situation intérieure française. Ils ne vont pas nous envahir, ils ont encore moins nous envahir que l'Union soviétique pendant la guerre froide, et ils s'en fichent complètement. Et alors, finalement, je terminerai, non, je n'ai pas encore tout à fait terminé, mais je dirais que si on veut réellement prendre une position nationaliste française, alors il faudrait écouter le discours de De Gaulle en 67, le 27 novembre 67, c'est-à-dire après la guerre des 6 jours, il y a une conférence de presse, on lui pose une question et il donne une longue réponse en 15 minutes, comme ça, qui vaut la peine d'être écouté. J'ai mis le lien au site de l'INA. Ça vaut vraiment la peine d'être écouté si vous ne le connaissez pas.
parce que, évidemment, lui n'est pas anti-israélien, il dit que les Juifs sont revenus dans le site de leur antique grandeur, et des trucs qui, pour moi, n'ont aucun sens, mais bon, il dit ce genre de trucs, et il dit toujours qu'il veut dépendre d'Israël s'il est attaqué, mais il pense que c'est Israël qui a attaqué, et que Israël a conquis des territoires, et alors il dit cette phrase, que sur les territoires qu'il a conquis, il commence à instaurer à le coloniser, ce qui implique des expulsions, la répression et de la résistance, qu'à son tour, il qualifie de terroriste. Après tout, De Gaulle aussi avait été terroriste dans le passé, aux yeux de Pétain. Et donc, il savait ce que ça voulait dire. Et alors, c'est assez marrant qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas passer dans un média français sans commencer par dire que le Hamas est terroriste. Mais à l'époque, il n'y avait pas de Hamas et la résistance palestinienne à la colonisation était considérée comme terroriste. Et d'ailleurs, si on parle de l'OLP, il faisait beaucoup plus d'actions en dehors d'Israël, des détournements d'avions, par exemple, que le Hamas et le Hezbollah, qui, à ma connaissance, n'ont jamais rien fait contre nous. Mais on fait de la... Je pense que si vous voulez critiquer l'extrême droite sur cette question, vous devez leur dire, non pas qu'ils sont fâchés, ça ne marche pas, qu'ils ne sont pas patriotes. Ils ne défendent pas la France. De Gaulle défendait la France. Mais le contraste entre Zemmour, qui se dira gaulliste, et ce que le général de Gaulle disait réellement en 67 est total. Parce que de Gaulle voit l'intérêt de la France, il voit que l'intérêt de la France, c'est d'avoir de bonnes relations avec le monde arabe, et qu'ils avaient, après la fin de la guerre d'Algérie. Chirac encore était comme ça, était sur cette ligne-là. Mais la droite actuelle, l'extrême droite actuelle, ils sont dans le délire complet. Ils se focalisent uniquement sur la haine des musulmans et l'idée qu'il faut combattre l'islamisation de la France. Ils font de la démagogie avec ça. Et alors, ils imaginent qu'Israël, en plus, nous aide là, dans ce combat, alors qu'ils font tout l'inverse. Donc, je pense que ça serait une bonne critique de l'extrême droite, mais malheureusement, je pense qu'on ne la fait pas. Alors, je vais terminer, s'il me reste une minute, parce qu'après tout, c'est un séminaire Marx, en citant Marx. Je vais citer ce que Marx écrivait en 1857 à propos de la révolte des Sipais en Inde. Les Sipais, c'était des troupes indiennes, mais au service des Britanniques, ou de l'occupation britannique, si vous voulez, qui s'étaient révoltées et qui avaient, comme toutes les révoltes d'esclaves, toutes les révoltes anticoloniales, toutes les révolutions, commis des atrocités contre des civils ou des Britanniques, je ne sais pas. Et Marx a des commentaires particulièrement ironiques là-dessus. Les outrages commis par les Sipais révoltés aux Indes sont en effet épouvantables, hideux, ineffables, tels qu'on est prêt à les rencontrer uniquement dans les guerres d'insurrection, de nationalité, de race et surtout de religion. En un mot, alors là il devient ironique, tel que la respectable Angleterre les applaudissait quand elles étaient perpétrées par les Vendéens sur les Bleus, par les guerrilleros espagnols sur les Français infidèles, par la garde mobile de Cavaignac ou le décembriste de Bonaparte sur les fils et les filles de la France prolétarienne. Alors, je pense que si vous remplacez Sipay par Hamas, vous allez remplacer l'Angleterre par Israël et les États-Unis, surtout les États-Unis, qui ont applaudi évidemment toutes les horreurs des djihadistes en Syrie, par exemple, et évidemment avant les horreurs des ancêtres des talibans en Afghanistan. Alors il dit, quelle que soit l'infamie, la conduite des Sipay n'est que le reflet d'une forme concentrée de la propre conduite de l'Angleterre aux Indes. Il y a dans l'histoire de l'humanité quelque chose comme la rétribution, et c'est une règle de la rétribution historique que son instrument soit forgé non par l'offensé, mais par l'offenseur lui-même. Voilà. Au moins j'aurais cité Karl Marx. Je vais m'arrêter ici. Voilà. Très Ça bien. va? Merci Jean. Quelques réactions à chaud? André, tu, tu, tu viens là. Viens là. Non, non, mais viens là. Ce sera plus simple. D'habitude, d'habitude, je suis convoqué pour dire que le 7 octobre, c'était un groupe terroriste qui était intervenu. Là, je suis convoqué par Dominique Belougne pour répondre à Jean Bricmont. Bon, je m'exécute. Je n'avais pas prévu d'intervenir forcément immédiatement. Donc, je suis André Rosweg.
un des porte-parole de l'Union juive française pour la paix. Et Jean Bricmont, c'est peut-être que nous venons de publier successivement 2 livres. Récemment, Antisionisme, une histoire juive, et Ben ouais. l'année dernière, des portraits de juifs antisionistes en France, dont je suis un des 22 qui sont en portrait. Donc, sur ce que Jean Bricmont dit, je n'ai pas grand-chose à dire. Je suis bien évidemment d'accord. Le seul problème que j'ai pour ce qu'il dit là, et je ne parle pas de ce qu'il a pu dire par ailleurs, c'est l'impression toujours que, en gros, il y a un lobby un peu secret. Or, le lobby, on est bien d'accord. Bon, je vois J'ai qu'il pas dit qu'il était fait des secret. négations. Donc, le lobby n'est pas secret. Le lobby est parfaitement public. La volonté de faire que les pays occidentaux restent arrimés à l'idée que la présence de l'État d'Israël dans cette Asie occidentale est un élément de la politique générale de l'Occident est quelque chose qui est bien sûr écrit. La manière dont le gouvernement israélien installe un ministère des Affaires stratégiques qui consacre des millions explicitement, pas de façon secrète, à la lutte pour délégitimer la critique d'Israël, et notamment la campagne boycott des investissements sanctions, sont des choses parfaitement écrites. Ce qu'il y a, c'est que là où j'ai peut-être 2 points de désaccord. Le premier, c'est sur quelque chose qui manque, à mon avis, dans ce que nous a expliqué Jean Bricmont, c'est l'importance d'autres lobbies pro-israéliens que le lobby considéré comme le lobby juif sioniste, et en particulier le lobby des évangéliques, qui correspond à une idéologie sioniste, mais qui est une idéologie des chrétiens sionistes, que l'on va retrouver bien évidemment aux États-Unis, mais pas seulement aux États-Unis. Bolsonaro est aussi soutenu, comme Trump, par l'ensemble de ce lobby. Et la deuxième chose où il faudrait avoir beaucoup de temps pour rentrer dans le détail, je crois qu'il y a une vision économiste à court terme de penser que parce qu'il n'y aurait pas un intérêt économique immédiat à soutenir l'économie israélienne, il ne serait pas dans l'intérêt de l'Occident de soutenir Israël, et qu'en conséquence, c'est pour des raisons purement idéologiques que les lobbies obtiennent ce chantage électoral que Jean Bricmont a développé. Là-dessus, je pense que nous n'avons pas le temps d'entrer dans la discussion plus avant, mais je crois qu'il y a les éléments d'un détail. Et à partir du moment où on laisse entendre qu'effectivement, c'est contre leurs intérêts que les Occidentaux joueraient, parce qu'ils seraient conscients que ce n'est pas leur intérêt, mais qu'ils y sont obligés parce qu'il y a la pression du lobby, alors là, il y a bien sûr le risque de se retrouver en correspondance avec des théories que n'a pas développées Jean Bricmont, soyons clairs, de pur complotisme, mais ceci est une autre histoire. Bon, je peux répondre. Bien sûr, vas-y, Jean. D'abord, pour ce qui est de l'antisionisme, bon, je suppose que vous savez cela, mais le Congrès américain a voté une résolution disant que l'antisémitisme et l'antisionisme, que l'antisionisme était de l'antisémitisme. Hein. Bien sûr. Ils ont quand même obtenu les voix pour un truc que certains ont fait remarquer que d'abord, il y avait des gens comme vous, et aux États-Unis, il y a des gens comme vous, mais ce qu'il y a aussi aux États-Unis, c'est très curieux, il y a des juifs de la Torah, comme ils s'appellent, ou Naturé Karta, Oui. qui sont des juifs ultra-orthodoxes, mais absolument antisionistes. Pour eux, ils sont plus que le Hamas. Hein. Pour eux, il faut démanteler l'État d'Israël, rendre la terre aux Palestiniens, et puis c'est terminé. Hein. Je veux dire, je ne dis pas qu'ils sont très raisonnables, mais ils existent. Et bien sûr, eux ne sont pas très contents quand on leur dit qu'ils sont antisémites, parce qu'eux, ils sont très, très juifs. On ne peut pas être plus juifs qu'eux, ils ont simplement leur théologie à eux. Mais pour ce qui est des évangélistes, oui, bien sûr, mais
un jour, on a demandé à un des architectes, j'oublie toujours son nom, mais un des architectes de la guerre en Irak, on lui a dit, mais vous avez ces alliés qui veulent que à la fin des temps, le Messie revient, et puis les Juifs doivent se convertir, ou bien ils vont en enfer, etc. Comment est-ce que vous pouvez avoir ça comme allié? Et il a répondu, oui, ça c'est leur théologie, mais c'est notre Israël. Et du moment qu'ils soutiennent Israël, ils sont acceptés par le lobby en termes. C'est vrai qu'il y a toutes ces idiots utiles et qui votent pour toutes sortes de zigotos, mais n'empêche, si le lobby, on va dire juif, enfin sioniste juif, juif sioniste, disparaissait, ces gens-là n'auraient pas le moyen d'imposer une politique étrangère américaine. Ils seraient plus préoccupés par l'avortement ou pour toutes sortes d'autres choses que le soutien à Israël. Ils sont mis en avant pour soutenir Israël parce que le principe, le vrai lobby qui est organisé, qui a de l'argent, qui finance les campagnes électorales, qui envoie de l'argent pour vaincre. Parler avec Cynthia McKinney. Moi, j'ai parlé avec Cynthia McKinney. C'est une des seules qui s'était opposée à la guerre en Afghanistan. Elle était dans une circonscription totalement démocrate, noire, etc. Et ils lui ont mis quelqu'un dans les primaires pour la battre, et il l'a battu, mais il avait plein d'argent. Mais cet argent ne venait pas des chrétiens sionistes, il venait de ce qu'on pourrait appeler le lobby, qui est très bien organisé. Les PAC, l'American Israeli Political Action Committee, ces gens-là sont très, très bien organisés et ciblent les gens. Et ce que raconte Abouresque, à mon avis, et je vous ai pas tout lu, je préfère citer les gens que de résumer, mais si vous lisez tout ce qu'il dit, c'est encore plus impressionnant. Pour moi, c'est vraiment le fond du problème. Et par exemple, quand Carter parle, Carter ne parle pas des chrétiens fondamentalistes, il dit si un membre du Congrès disait ce qu'il pense de la situation en territoire occupé, ben, il ne serait pas là aux prochaines élections. Il ne serait pas là aux prochaines élections, pas à cause des chrétiens, parce que c'est vrai aussi dans les États du Nord ou les États de l'Ouest qui sont pas, où les chrétiens fondamentalistes ne sont pas si forts. Parce qu'il y a la question, par exemple, si le EPAC dit qu'ils disent, eux, qu'ils vont dépenser 100 millions, ce n'est pas les chrétiens qui vont dépenser 100 millions, ils vont dépenser 100 millions pour battre les 7 ou 10 membres du Congrès qui sont trop à gauche. Quand on regarde les campagnes, par exemple, en Angleterre contre Corbyn ou en France contre Mélenchon, les chrétiens n'ont aucune influence, aucune influence. Les chrétiens sont en fait, dans la mesure où il y en a encore en Angleterre, ben, il y en a probablement beaucoup qui étaient plutôt favorables à Corbyn, enfin les chrétiens de gauche qui étaient plutôt favorables à Corbyn. Donc je pense qu'il ne faut pas donner un trop grand rôle aux chrétiens évangélistes. Évidemment, ils sont nombreux et donc ils pèsent dans certaines élections, ça c'est vrai. Mais n'empêche, je pense que les campagnes, aussi, il faut aussi voir l'influence de la presse, il faut voir l'influence d'Hollywood, il faut voir les médias. Et les campagnes, ce qui m'importe, c'est les campagnes de diabolisation et de haine qui sont menées, y compris contre moi, entre parenthèses, contre toutes sortes de gens, à partir du moment où ils ne suivent pas la ligne du parti. Mais bon, je suis d'accord que. De toute façon, il faut bien se rendre compte qu'en 40 minutes, je ne vais pas faire toute une thèse de doctorat sur le L'autre conflit. chose qu'il faudrait approfondir, c'est le rapport curieux de la création d'Israël par rapport à la question de ce que vous avez appelé les sources religieuses du sionisme. Bon, il y a un sionisme religieux dès le 19e qui est incontestable. Le sionisme tel que l'agence juive l'a créé avec le Congrès juif mondial et à partir de l'État des Juifs et de Herzl, n'est pas un sionisme religieux. Et on sait bien qu'il y a eu à la fois de la part du cœur du sionisme politique, à la fois un mépris du sionisme religieux et en même temps un compromis pour la création de l'État lui-même, qui fait que cet État n'est pas un État laïque, mais non plus exactement un État théocratique, puisqu'il y a ces compromis qui ont été passés. À titre d'exemple, bon, on connaît la fameuse formule qui a été utilisée par beaucoup de travaillistes, Dieu n'existe pas, mais il nous a donné cette terre. Et on connaît aussi ce compromis qui fait qu'il n'y a pas d'état civil encore aujourd'hui en Israël,
et que, par exemple, il n'y a pas de mariage civil. Vous ne pouvez pas vous marier en Israël ailleurs qu'à l'église, à la synagogue ou à la mosquée. Et si vous voulez vous marier ailleurs, eh bien, vous allez à Chypre et vous revenez seulement ensuite faire enregistrer votre mariage officiellement. Donc, il y a bien une présence religieuse. Cela dit, le phénomène le plus inquiétant, enfin le plus inquiétant, le plus contemporain, c'est que, alors que pendant très longtemps, les juifs orthodoxes étaient dispensés du service militaire, se battaient pour ne pas faire leur service, étaient effectivement, y compris dans certains cas, réfractaires aux élections parce que hostiles à la création d'un État tant que le Messie n'était pas revenu. Aujourd'hui, il y a une transformation dans les milieux orthodoxes en Israël qui sont aujourd'hui acquis à l'idée de la défense militaire et défense et attaque militaire, puisque finalement la construction sioniste de l'État d'Israël de la mer au Jourdain devient finalement le moyen de faire venir le Messie, mais ceci est une autre histoire. Oui, mais l'an passé, j'étais avec un collègue israélien qui était laïque, mais il me disait que la moitié des élèves qui rentrent à l'école primaire maintenant viennent de familles orthodoxes. Avant, c'était peut-être 20%, etc. Mais comme ils font beaucoup d'enfants, ils sont en train de gagner la bataille démographique, y compris, sans parler des Palestiniens, mais y compris par rapport aux laïcs israéliens. Mais moi, je pense effectivement que, bon, Je reste là. enfin, bon, je vais pas allonger la discussion parce que l'heure est pratiquement terminée, mais je pense que c'est important de se rendre compte que les guerres n'ont pas toujours des motivations économiques et que les motivations idéologiques sont souvent plus importantes qu'on le pense. Par exemple, si on prend la guerre du Vietnam, moi j'ai évidemment grandi politiquement dans cette guerre, et c'est vrai qu'à l'époque, beaucoup de gens pensaient que c'était essentiel pour l'impérialisme américain de continuer la guerre du Vietnam. Mais en fait, quand elle s'est terminée, l'impérialisme américain s'est porté très bien, et c'est d'ailleurs une chose que De Gaulle avait dit dans son discours à Phnom Penh. Il a dit, si vous quittez le Vietnam, il ne va rien se passer, on a quitté l'Algérie, il ne s'est rien passé de grave. Et c'était vrai. Et il y avait aussi un lobby, mais là, pas un lobby juif, évidemment, un lobby catholique, des lobbies des missionnaires qui avaient été chassés de Chine, un lobby représenté par Mme Chiang Kai-shek, qui était évidemment très anticommuniste et qui était influente. Et il y avait toute une idéologie anticommuniste qui existe toujours, mais qui faisait comme si le Vietnam tombe, alors ça va être la marée rouge qui va englober tout le sud-est asiatique, etc., etc. La théorie des dominos, et c'était idéologique, c'était faux et ça ne s'est pas produit. Et donc, je pense que les gens qui étaient plus lucides et qui voyaient en fait que cette guerre ne servait pas les intérêts américains, c'était ceux-là qui avaient raison. Et là, je prends un exemple qui n'a strictement rien à voir avec les Juifs, le sionisme ou quoi que ce soit. Je pense que les guerres, c'est pas. Il y a un impérialisme, ça je ne conteste pas, mais les moyens que l'impérialisme utilise, et il utilise évidemment les embargos, les sanctions et tout ça, mais les guerres impliquant des centaines de milliers de soldats au sol, ça, ou des soutiens à des États qui n'en font qu'à leur tête comme Israël, ça, le rapport avec l'impérialisme, on va dire, d'ailleurs, chaque fait l'opposition entre l'impérialisme religieux et l'impérialisme rationnel, le rapport avec l'impérialisme rationnel est très ténu. Et donc, je pense qu'il ne faut pas faire une lecture marxiste, d'ailleurs, Marx ne faisait sûrement pas une lecture marxiste simpliste de ce genre de conflit et d'y voir nécessairement un intérêt économique. Non, après, là, moi, juste une remarque, hein, si tu veux. Ce qui m'a interpellé, si tu veux, dans ta présentation, y compris dans le dernier texte que tu évoques de Marx, justement, c'est de faire un parallèle entre ce que Marx qualifie de résistants, entre guillemets, les Sipais en Inde, et le Hamas aujourd'hui. Évidemment, c'est un grand débat dans la gauche française pour savoir si le Hamas est une force de résistance palestinienne ou pas. Et si, évidemment, ce qui s'est produit est de l'ordre de la résistance ou est de l'ordre d'un acte criminel de guerre
véritablement odieux et horrible, et que effectivement, on peut après discuter, on discutera dans plusieurs mois pour savoir si ça a été utile ou pas et si ça a remis sur la scène publique l'avenir du peuple palestinien et la possibilité de créer deux États dans cette région avec des droits à la sécurité pour les deux, etc., etc. Bien entendu. Mais c'est vrai que dans le débat politique d'aujourd'hui, si on veut mener le débat jusqu'au bout, il faut impérativement qu'on puisse dialoguer et réfléchir collectivement sur des perspectives, c'est-à-dire sortir. Le cessez-le-feu est une obligation absolue. La condamnation de tous les crimes de guerre, c'est une condamnation absolue. Et de mon point de vue, ça je partage le point de vue de ceux qui qualifient effectivement de terrorisme, mais c'est vrai que le mot terrorisme il a tellement été galvaudé, je dirais, et tellement utilisé, mais tu as bien fait de le rappeler, hein, à contresens à plusieurs moments de l'histoire, que c'est toujours compliqué. Et effectivement, tu as raison aussi de rappeler qu'on a un vrai problème aujourd'hui, mais qui va au-delà de ce que tu évoques. C'est-à-dire que quand moi j'écoute un mec comme Juillet, enfin, je ne sais pas si vous connaissez, mais qui est un ancien responsable de la DGS en France, qui tient des conférences pour les chefs d'entreprise français pour leur expliquer qu'il faut qu'ils changent de mode de pensée et de mode de réflexion pour prendre en compte le fait que ben, les BRICS s'installent, que la pensée occidentale devient de plus en plus minoritaire et qu'il faut qu'ils changent d'attitude. C'est-à-dire qu'ils passent de l'attitude coloniale que dénonce André, et il fait un certain travail là-dessus, mais je dirais, passer donc, il ne le dit pas comme ça, Juillet, hein, c'est évident, mais c'est ce qui est sous-jacent derrière. C'est-à-dire qu'il alerte, je dirais, les capitalistes français, il alerte la bourgeoisie française sur ces transformations internationales qui sont en train de s'opérer et qui peuvent évidemment, d'une certaine manière, réactiver les pires sentiments nationalistes et conservateurs chez des gens qui voient finalement toute la culture dans laquelle ils se sont construits remise en cause et toute leur représentation détruite, je dirais, d'une certaine manière, parce que finalement, le monde occidental tel qu'on se l'est représenté, hégémonique sur la planète, construisant une des dominations culturelles et économiques, mais les deux, hein, je veux dire, est remis en question. Et donc, effectivement, là, on est dans une période où ça devient... enfin, tout ça est problématique et donc mérite évidemment d'être délibéré. C'est une des raisons pour lesquelles moi je t'ai invité. Enfin, j'ai pris le risque, entre guillemets, comme tu l'as dit, on a eu de longs échanges là-dessus, mais de t'inviter justement pour qu'on pousse le plus loin possible la discussion sur ces aspects. Est-ce que quelqu'un souhaite... Je peux répondre Vas-y, un mot? mais tu peux me donner quelques éléments. Vas-y, Jean. Et après, on a Ben, une autre suivi. disons que quand j'étais jeune, il y avait un slogan que tu connaissais sûrement, c'est Yankee Go Home. Et moi, je dirais toujours la même chose, Yankee Go Home and stay there. Et je dirais la même chose pour les Français. Il n'y a personne, absolument personne. Bon, il y a des conflits internes à la France avec les musulmans, je veux bien tout ce qu'on veut, mais il n'y a pas de mise en danger de la culture française par les gens à l'extérieur de la France. Et même à l'intérieur, ce qui détruit la culture française, c'est l'américanisation, c'est sûrement pas les musulmans. Et donc, si les Français veulent défendre leur culture, moi j'applaudis des deux mains, même si je ne suis pas français, mais il y a des tas de choses à faire, il y a l'école, enfin, il y a des millions de choses à faire qui sont purement internes et personne ne nous empêche de le faire. Et l'autre chose, évidemment, sur la question de s'ils sont terroristes ou pas, moi je dis simplement, c'est aux gens au Moyen-Orient de décider, et moi je ne vais pas décider pour eux. Je vois que le FPLP, le Front populaire pour la libération de la Palestine, est lié au Hamas, le Parti communiste libanais, lié au Hezbollah, etc. Tous les partis qu'on appellerait traditionnellement, évidemment, ils sont très faibles, mais les partis traditionnellement communistes ou laïcs, dans un certain sens, ils sont tous d'accord avec la lutte du Hamas. Alors moi, je ne vais pas me mêler de ça. De toute façon, si je les condamne, ce qui est très simple, c'est qu'ils ne savent pas que j'existe. Et s'ils savaient que j'existe, ils se foutraient complètement de mon opinion. Alors, je ne vois pas pourquoi je dois donner mon opinion. Et je n'accepte pas cette chape de plomb qu'il y a dans les médias français. On doit commencer par condamner avant même de pouvoir dire bonjour. Non, je ne suis pas d'accord. Vous condamnez Hamas, mais je ne suis pas un tribunal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des phrases, c'est des signalements de vertu. C'est ça ce que je n'aime pas.
Après, moi, je peux penser ce que je veux et en privé, on peut dire ce qu'on veut. Entre copains, autour d'un verre, on peut dire ce qu'on veut. Mais je ne suis pas d'accord que ça doit être une position politique ou même ça doit être un objet. Je ne pense pas que la gauche française ne devrait pas débattre de ça. La gauche française devrait débattre de comment se débarrasser de la culpabilité collective et de l'accusation d'antisémitisme. Comment combattre ça? Ça, c'est important pour la France, pas pour la Palestine, pour la France. Vive Très la bien, République, merci, vive la République, vive la France. merci Jean. Merci, merci Dominique. OK, je vais quitter.